J'aime bien composer mes tableaux afin que celui qui regarde travaille un petit peu en fait. C'est-à-dire que je lui donne un peu des éléments, quelques détails qui vont sans doute ouvrir des petites cases et des petits tiroirs dans son cerveau. Dans mon boulot récemment, dans le travail sur les chevaliers, vous remarquerez qu'il n'y a pas de tête. Alors je m'appelle Yann Lacroix, je viens de la région de Clermont-Ferrand. J'ai grandi dans un petit village au sud de Clermont. J'ai fait mes études là-bas et je suis monté à Paris il y a une toute petite dizaine d'années. Donc j'ai une formation d'artiste, j'ai fait l'école des beaux-arts donc à Clermont-Ferrand. Et donc pour mon boulot, j'estimais personnellement qu'il fallait aller un peu, on va dire, monter à Paris parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Donc depuis, je continue ma pratique d'artiste. Forcément, celle-ci a pris plus d'ampleur parce que je travaille en collaboration avec 2 galeries, dont une à Paris, qui s'appelle Ansara Benichou, et une à Tunis et à Londres, qui s'appelle Selma Feriani. J'en parle parce que c'est des personnes importantes dans mon parcours, parce qu'en fait elles me soutiennent et me supportent, et puis font aussi ma promo, et puis voilà, c'est des personnes avec qui j'aime beaucoup travailler et échanger, et qui me laissent beaucoup de liberté aussi dans mon travail, ce qui est vraiment vraiment important quand on a des collaborateurs. Je me définis comme un peintre figuratif, tout simplement. J'ai pendant 10 ans travaillé sur la notion de paysage et de mémoire, et celle-ci m'a fait très récemment rebondir sur la notion d'histoire qui en fait occupe une grosse partie, on va dire, de ma vie comme une passion, mais c'est toujours resté à l'état intime. Et voilà, depuis on va dire presque 1 an, on va dire la figure du chevalier, mais c'est bien plus complexe, je pourrais dire, que ça, est apparue en fait dans mon travail. Voilà. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait et que j'ai terminé à la fin de l'année 2021. C'était une volonté donc en fait de continuer le travail que j'avais commencé à Tunis, donc autour de cette figure du chevalier, mais je voulais rentrer un petit peu plus dans une dimension un peu plus immersive, donc d'où le grand format. Et surtout, je me suis aussi, on va dire, accoudé à un peintre qui s'appelle Paolo Uccello, qui a vécu au XVe siècle et qui a fait un tableau particulièrement fameux qui s'appelle en 3 volets, qui s'appelle la bataille de San Romano. C'est un tableau de 1450, il me semble. Et en gros, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il nous peint la guerre à une période où on découvre en fait les principes de la perspective, donc avec des points de fuite albertiennes, comme on dit. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment cette espèce d'entre-deux, en fait, entre 2 périodes, on est toujours dans le Moyen-Âge par les faits, et en même temps dans une espèce de renaissance comme ça qui arrive. Donc ça, c'était vraiment un point intéressant. Mais surtout, c'est qu'il nous plonge d'un coup parce que c'est des tableaux qui sont aussi grands que ça. Il y a 3 tableaux, il y en a un à Paris, un à Londres et un à Florence, et qui font à peu près cette taille. Et donc c'est hyper immersif, il y a du bruit, il a joué avec les répétitions des cavaliers, des cuirasses et puis des lances, à créer un mouvement assez impressionnant. Mon goût pour l'histoire, il a toujours été là, depuis que je me souvienne, je crois, depuis que j'ai à peu près conscience de moi-même. Lui, s'est toujours enrichi, développé, mais c'est, comme je l'ai dit, toujours resté quelque chose de très personnel. L'arrivée, on va dire, de l'histoire dans mon travail, je pense que c'est lié à un livre qui a planté une petite graine dans mon cerveau il y a de ça peut-être 3 ans maintenant, qui est le Grand Armorial de la Toison d'Or, qui regroupe seigneurs et blasons à un moment donné, en France, mais pas que. Donc c'est une édition notamment de Michel Pastoureau, aussi avec des illustrations de Jean-Charles de Castelbajac, qui est un artiste, illustrateur. Et ça a fait un déclic chez moi parce que quand on regarde ces figures donc de chevaliers, ils arborent toutes leurs armes, on va dire leurs couleurs. Il y a vraiment un aspect, un impact visuel et graphique tellement étonnant qu'on dirait que l'art moderne est passé par là. À tel point que je me suis dit, mais là, il y a forcément quelque chose d'exploitable, artistiquement parlant, je veux dire. Et puis voilà, donc j'ai laissé ça dans le coin de ma tête, et petit à petit, ça a mûri, sans vraiment prendre conscience que ça pouvait prendre plus de place que ça dans mon travail. Et puis c'est l'année dernière, quand j'étais en résidence en Tunisie, c'est pas complètement indonien, ouais.
C'est là où j'ai peint, en fait, voilà, il y avait eu une semaine de lockdown en Tunisie, et d'un coup, on est un peu seul, isolé, et donc j'ai moins de pression peut-être, et je me suis mis, je vais essayer, je vais peindre un chevalier justement, avec ses couleurs, avec ses armes, voilà. Et ça a fonctionné. Il y a quelque chose de plastique qui s'est passé, vraiment intéressant, et puis moi j'étais surexcité parce qu'enfin il y avait quelque chose voilà, de l'histoire, donc et tout ce que ça peut embarquer de récits, d'imaginaire, de fantasmes, voilà. Dans cet armorial, il y a à la fois des cavaliers dessinés, comme on dit, en pied, c'est-à-dire en entier, mais il y a aussi tous les blasons, en fait. Donc il y a un moment donné où je me suis dit, bah, c'est quoi ça, c'est un blason, etc., etc. Donc en fait, en rentrant un peu plus dans les détails, finalement, quand on regarde quelque chose avec attention, du coup, on a l'impression un peu d'en voir partout, c'est-à-dire que dès que je vois un blason quelque part, j'y fais un petit peu plus attention, et puis petit à petit, on essaie de le décrypter, on essaie de voir, voilà, donc c'est de cette manière. Et ensuite, le blason, c'est un abus de langage, parce que le blason en tant que tel, c'est juste la manière de décrire donc les armes et les couleurs qui est portée par donc le seigneur, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas lié qu'à la noblesse. C'est vraiment quelque chose, petit à petit, quand on met le nez dedans, voilà, forcément, on en voit, comme je disais, un peu partout, on commence à essayer de décrypter un peu plus, d'analyser, quoi, simplement. Et puis, forcément, je suis allé voir, alors moi j'en ai pas dans ma famille, parce que je m'en souviens pas et je ne pense pas, mais je suis allé voir simplement revoir les blasons de ma région, peut-être, et puis petit à petit, les régions, en fait, peut-être tous les blasons de chaque de petite baronnie voilà, qui pouvait y avoir autour de mon village de naissance, et petit à petit comme ça, en fait, ça va vraiment en ronde, comme je disais, dans un monde fantastique, enfin merveilleux, quoi. Je vais en montrer deux pour commencer, qui sont très drôles, qui montrent un peu la complexité de que peut être un blasonnage, ou un blasonnement d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Ça, c'est donc les armes du dauphin de France. En fait, du dauphin du Viennois à la base, enfin du dauphin de France, c'est-à-dire que ça, c'est les armes des rois de France. Et vu que c'est le fils aîné du roi de France, donc l'héritier, et l'héritier en fait, est déjà, comme on appelle, dauphin du Dauphiné, en fait, du Viennois de base. Et ensuite, il deviendra dauphin de France. Donc ça, ce sont ses armes. Et ça, ce sont les armes de Marie Stuart, mais qui doivent durer environ 10 ans, peut-être 5 ans, je ne sais plus. Donc ça, c'est les mêmes armes que précédemment, parce qu'elle s'est mariée avec le dauphin de France, sauf qu'elle était déjà reine d'Écosse à l'époque, et elle était mariée au prince consort d'Écosse. Donc en fait, ça a fait des... Voilà, c'était simplement pour expliquer qu'on appelle ça une brisure, en fait, dans le blasonnage. C'est-à-dire qu'on rajoute, quand il nous arrive par mariage ou par gain de terre, on peut rajouter le blason, voilà. On peut enrichir en fait son blason, etc., etc. Et en plus, il peut se redécompartimenter quand une alliance est brisée, quand un mariage est annulé, etc., etc. C'est ce qui s'est passé pour Mary Stuart, je crois, je ne sais plus. Il faut savoir que c'est une science qui s'appelle l'héraldique. Ça vient du mot héros, qui accompagnait le chevalier ou le seigneur. C'est une sorte de diplomate comme ça qui arborait les couleurs. Et donc le héros, comme ça, venait décrire donc les couleurs, donc les armes de son seigneur. Et petit à petit, ça s'est même complexifié. C'est vraiment un langage assez compliqué. C'est dur parce qu'en fait, il y a des couleurs, il y a des métaux et il y a aussi des fourrures. Donc il y a 5 couleurs, 2 métaux et 2 fourrures. Les fourrures, il y a l'hermine et il y a le vert ou contre-vert. C'est une forme particulière. Ensuite, il y a 2 métaux. Il y a l'argent et l'or. Et il y a 5 couleurs. Alors le rouge, c'est la gueule. Le bleu, c'est azur. Le noir, c'est sable. Le vert, c'est sinople. Alors maintenant, je les regarde. Je regarde les blasons dans n'importe où. Dans le métro, je regarde les blasons des villes. Je regarde les maisons, les petits blasons, les sponsors. Je regarde tout. Et je les analyse pas tous, mais... Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a eu une espèce de... Genre, beaucoup de villes se sont mis à fabriquer leur blason à la fin du 19e, par exemple. Une espèce de mode aussi par rapport à ça. Et puis, peut-être c'était une question aussi administrative, j'en sais rien, mais comme aujourd'hui, on fait des logos, en fait, sans doute.
Mais il y avait aussi ce rapport à l'histoire, et puis voilà, il fallait voir son blason, quoi, médiéval. Donc en fait, voilà, ils sont pas forcément authentiques, ils sont pas forcément médiévaux, mais souvent c'est des trucs du 19e ou du 18e, tu vois. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette sensibilité, ce rapport à la couleur, mais seulement dans un seul domaine, c'est le sport. Certaines couleurs qu'arborent les footballeurs aujourd'hui sont issues, en fait, je ne sais pas si c'est prouvable, mais quasiment directement des couleurs des milices de quartiers de certaines villes, comme Turin par exemple, ou Milan par exemple, ou j'en sais rien, sans doute Barcelone, Madrid, etc. Et donc ces bandes qu'on voit, j'en sais rien, pour le FC Barça, je crois que c'est voilà, jaune et rouge, et ça vient du blason de la Catalogne qui remonte, je crois, au XIIIe, tout dans le genre. Ça, c'est le blason d'Auvergne en fait aujourd'hui, mais c'est celui des comtes d'Auvergne de l'époque qui doit aller aux alentours du XIIIe siècle. C'est encore difficile, les textes sont encore imprécis et tout le monde ne s'y est pas mis au même moment, etc. Donc c'est compliqué. Alors plusieurs personnes, il y a plusieurs interprétations. Certains disent que ça c'est le fanion du frère de Godefroy de Bouillon qui aurait participé à la bataille, qui aurait ramené ce fanion de la première croisade. Mais beaucoup pensent que c'est très théorique. Et que la base et l'origine serait plutôt celui-ci, et qui serait en fait le blason de l'abbaye d'Aurillac. Dans mon amour pour l'histoire, en fait, je pense que j'ai... donc quand je me suis réintéressé donc au Moyen-Âge et de manière un peu plus précise, donc il y a eu cette espèce d'impact, comme je te disais, visuel, et puis au bout d'un moment, il y a eu quelque chose de très intime, c'est-à-dire que, comme je te dis, je suis allé voir les blasons de ma ville, ma région, et puis en fait, je pense que c'est cette dimension-là, à la fois donc dans le temps, en fait, et puis en fait très personnelle, qui me touche presque, parce que moi, voilà, il y a cette idée que j'ai vu les paysages, que ces types ont vu, quoi, il y a 1000 ans, et voilà, c'est toujours été un peu... mon rapport à l'histoire, d'ailleurs, c'est en fait... toujours un peu projeter ce qu'il y a pu avoir, ce que ça a pu être et comment ça a pu, comment ça a pu se dérouler, etc. Un exemple bête, c'est par exemple une ruine de château, enfin tout ça c'est l'exemple le plus bateau, mais par exemple même dans une ville, on va à Paris, on a à la fois, ou à Rome par exemple, on a peut-être 2700 ans d'histoire, mais qui sont devant nous en fait. Et donc c'était ça qui m'intéressait, c'était c'est de se retrouver un petit peu presque au milieu du champ de bataille, peut-être pas, mais de la préparation de ces cavaliers, parce qu'en fait, même s'il n'y en a qu'un ou deux qui se représentaient, ce sont bien des cavaliers. Mon idée, et comme je disais, j'aime pas mettre les pieds complètement dans le plat, c'est-à-dire avoir une forme précise, distincte, un événement et un endroit précis, etc. J'estime que c'est pas vraiment ma position et ça m'intéresse pas. En fait, depuis que je travaille le paysage, ou en tout cas ce sujet que j'aborde aujourd'hui, ne m'a pas fait changer de pratique du tout. C'est ce même travail de couche, c'est ce même travail de transparence, c'est ce même travail de donner quelques indices, comme je disais tout à l'heure, pour appeler à quelque chose, pour faire écho à, dans la tête du spectateur ou de celui du regardeur. Et là, effectivement, avec ce sujet et, on va dire, il y a une sorte de figure comme ça qui apparaît dans le paysage. Et donc, encore une fois, c'est celle dont je parlais du chevalier et tout ce que ça emmène en fait avec lui et tout le contexte en fait que ça apporte. Et donc voilà, je voulais par ce jeu de transparence en fait et puis cette accumulation de cavaliers qui sont aussi au fond, qu'on voit réapparaître, qui apparaissent comme ça. Je voulais faire, qui a un impact certes visuel mais aussi sonore. Je voulais qu'on ait cette idée d'immersion en fait, tout simplement, de manière visuelle et puis peut-être sonore, un peu musicale aussi, avec la musique, comment la couleur est emmenée en fait, parce que voilà, moi je vous parle d'histoire mais je suis peintre avant. C'est bête, mais avant toute chose je parle aussi de surface, je cherche quelle est la bonne matière en fait, si on veut aller plus loin, même la bonne élasticité, le bon ton de séchage pour reprendre derrière, etc. Voilà, tout un aspect très lié à mon médium. Et puis voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était que le regard, en fait, soit transporté par certes des éléments, mais surtout par le jeu des couleurs et du mouvement des tissus, des textiles, encore une fois, de la bannière ici. Il y a certains éléments qui sont... Alors c'est un principe que j'ai dans mon travail, c'est que même dans cette espèce de brouillon comme ça, il y aura toujours des endroits où ce sera un petit peu plus précis, ou qui va venir... comme je pourrais dire en anglais, catcher le regard, qui va le faire tenir, et puis
qui va lui faire en fait entrer dans le tableau et ensuite qui va lui faire parcourir voilà, l'ensemble. Dans mon boulot récemment, dans les travails sur les chevaliers, vous remarquerez qu'il n'y a pas de tête et il n'y a même presque pas de pattes au cheval, ou alors il y en a beaucoup trop, ou alors les choses se mélangent, etc. Je mets pas de visage à proprement reconnaissable, déjà parce que c'est très compliqué de les avoir si je voulais faire un personnage historique. Mais j'aime bien cette idée que justement la figure du chevalier est, je trouve, puissante en elle-même. Le personnage sur son cheval avec ses couleurs, la forme du casque, tout ça est très très révélateur. Donc c'est déjà quelque chose d'assez puissant, je trouve, pour un peintre même de réaliser ça, de fabriquer ça. En fait, ça m'intéresse pas directement de représenter le visage de quelqu'un, parce que je trouve que pour celui qui regarderait le tableau, ce serait... En fait, je pense que ce visage-là absorberait toute la narration, et c'est pas ce que je veux. Je veux plutôt que ce cavalier soit au milieu de quelque chose, il soit dans son environnement. Il est aussi partie de la peinture, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et puis le fait qu'il n'ait pas de visage, pas de tête, comme je disais tout à l'heure, pas non plus... Des pattes de chevaux sont pas forcément très précisément collées au sol. J'aime bien cette idée à quoi ça fait référence. Ça fait penser à une sorte de fantôme ou un spectre, encore une fois, quelque chose qui ressurgit comme ça, on ne sait pas vraiment d'où, mais d'une sorte de mémoire collective et en même temps d'une mémoire personnelle, intime. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça aussi que je fais attention aux formes et aux couleurs que je vais peindre, que je vais placer dans les tableaux. Comme je disais, des fois, c'est un peu plus les pieds dans le plat, mais je préfère la subtilité, on va dire, peut-être de laisser transparaître quelques détails, quelques surfaces. Tu vois, ça peut être quelque chose qui va nous faire penser à une cuirasse, mais elle est un peu dans le fond, comme ça, dissimulée. Quelque chose qui a du bleu, du blanc, du rouge, on sait à quoi ça correspond, etc. etc. Voilà, c'est toutes ces formes un peu mises ensemble qui vont... Je vais essayer de les monter un peu ensemble pour fabriquer, en fait. Je me sens vraiment comme une sorte de fabricant d'images, en fait. Effectivement, je suis pas en train de décrire un événement historique extrêmement précisément. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les idées qui circulent à travers, donc encore une fois, l'image du chevalier, l'idée de la bannière, l'idée donc des couleurs armoriées comme ça, tout cet univers-là. Voilà, parce que je sais que ça fait référence à, alors certes en tant que peintre, mais à toute cette peinture, donc un peu de propagandisto roman national du 19e. Le 19e, c'est très grand. Et qu'est-ce que ça évoque aujourd'hui encore, en fait, ces formes-là, et notamment particulièrement aujourd'hui. Alors là, c'est pareil, c'était une peinture où il y a eu beaucoup d'essais de différentes couleurs, encore une fois. Hein. J'ai même essayé de la broderie, etc. Enfin, là, ici, on voit c'était le caparaçon du cheval qui était une espèce de décor un peu floral comme ça, très beau. Bon, la volonté dans ce tableau, c'était de poursuivre l'idée du précédent et du plus grand, avec simplement un individu, et puis continuer cette idée de couche pour donner une espèce de complexité, de densité, en fait, d'affect même, au tableau, mais surtout à la figure qui aura finale. Et donc, en fait, on peut voir qu'il y a vraiment plusieurs essais. Là, il y a du jaune, du bleu, du rouge qui viennent se mélanger. Il y a même un tissu qui était aussi brodé avec des arabesques et tout ça assez joliment. Et puis finalement, je suis tombé sur cette image d'un type qui fait des reproductions de joutes médiévales, d'une compagnie. Je ne connais pas le blason ou comment on décrit cette forme, mais j'ai trouvé complexe et étrange dans l'association de différentes formes avec ces couleurs, que ça m'a paru assez intéressant. Et puis voilà, en fait, voilà pour celui-ci. Et puis franchement, il y a un vrai plaisir de peindre du drapé. Ça aussi, c'est un aspect de l'histoire de la peinture énorme, c'est le drapé, quoi. Donc oui, c'est juste extrêmement intéressant, kiffant de retravailler ce genre de sujet, ouais. Et puis j'aime bien parce qu'il est presque à échelle 1. Donc là, pour le coup, je trouve que on pourrait presque finir justement le tableau en y mettant sa tête. J'en sais rien, hein, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'idée du cavalier sans tête parce que ça... Comme je disais, ça rappelle le spectre, mais ça rappelle Sleepy Hollow. Ça rappelle quelque chose de... Ouais, une fantasmagorie, pardon. Je pense qu'on peut largement avoir tous, à mon avis. Savoir quelle couleur je vais employer et comment, c'est une très très bonne question, parce que à la fois, j'adore la véracité historique,
Vraiment, je m'appuie là-dessus. Et en même temps, je suis un artiste. Donc je fais un peu ce qui me plaît aussi. Et on parle d'un autre registre, on parle de la peinture, donc j'ai largement le droit d'interpréter, etc. Et puis nourrir une narration ou un récit. Donc en fait, ça dépend du tableau, ça dépend où j'en suis, ça dépend de ce que je veux dire, et effectivement. Il y a des fois où je vais mettre un peu plus les pieds dedans, il y a d'autres fois où je vais être plus discret, mais en fait, ça dépend tellement du tableau et où j'en suis dedans que je peux pas le décrire exactement, l'analyser là tout de suite comme ça. Et c'est très, très récent donc, que j'ai fait fusionner ces deux mondes, la peinture, contemporaine s'il faut, et le Moyen-Âge, l'histoire si vous voulez. Des fois je peux complètement être, comme je disais, littéral, c'est-à-dire que je vais le représenter tel qu'il est, tel qu'il a été, et puis des fois, non, je vais faire complètement de l'interprétation de couleurs, de formes, etc. Enfin, c'est ça qui va être intéressant aussi pour le récit du tableau en fait. J'aime bien qu'une forme invoque ou appelle quelque chose, une idée dans la tête du regardeur, tu vois, que ce soit pas forcément genre les pieds dans le plat, bah. Ouais, j'aime bien composer mes tableaux afin que celui qui regarde fasse un peu, travaille un petit peu en fait. C'est-à-dire que je lui donne un peu des éléments, quelques détails qui vont sans doute ouvrir des petites cases et des petits tiroirs dans son cerveau, et puis voilà, et puis il va pouvoir, j'espère, continuer le récit finalement. Ça marche aussi comme ça. Alors celui-ci, c'est un tableau en cours. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de déterminé. La volonté ici est de faire un homme à pied, donc pour le coup pas de chevaux. Mais je ne sais pas encore si ça va fonctionner, si je vais trouver le bon mécanisme. Là, alors pour vous montrer comment ça se passe, là on voit déjà beaucoup de couches qui se sont accumulées sans que rien ne soit précisé, mais tu comprends, tu vois, il y a eu les frottements, on voit des milliards de couleurs, on voit encore même du crayon. Il y a encore une tentative de sabot de cheval, etc. En fait, c'est vraiment tous ces essais, toutes ces espèces de confrontation, dépasser cette contrainte de l'inconnu, en fait, de là où je vais en tant que peintre, dans ma pratique de peintre, qui va donner en fait toute cette espèce de vibrance comme ça, de toutes ces couches, de toutes ces transparences en fait. C'est totalement absolument attaché à ma méthode de travail. En fait, de partir juste plus ou moins à la fois de photographies que je prends moi-même, et puis en même temps des choses que je vais chercher sur Internet. Donc il y a forcément un aspect très existentiel, personnel, documentaire si vous voulez, et sinon il y a aussi un aspect d'imagerie collective, c'est-à-dire en allant chercher ces images sur Internet, c'est des images que en fait toute la planète entière peut voir. Donc tu vois, il y a ces deux dimensions qui sont intéressantes. En fait, je navigue dans un monde donc à la fois d'images mais de bouquins, etc., qui vont nourrir comme ça mon quotidien. Et puis sur la toile, ça va être une tentative un peu de faire ressortir qu'est-ce qu'il en ressort justement, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de traiter dans telle ou telle image? Pourquoi j'ai pris cette image en photo? Pourquoi je suis allé chercher cette image sur Internet, etc. Alors souvent, il y a parce que j'y vois forcément un potentiel pictural, c'est sûr, mais il y a aussi du sens, il y a aussi une symbolique, il y a plein de choses. Et en fait, la surface de la toile va être la surface d'expérimentation, en fait. C'est ça, c'est tout simplement. Je travaille par couches très maigres et par transparence en fait. Pour expliquer comment je travaille, j'ai aucune idée précise de ce que sera le tableau à la fin. Donc en fait c'est vraiment un résultat de tentatives, d'essais, de plantage, etc. Et c'est vraiment ce processus-là d'essai, d'accumulation de couches qui va donner forcément cette transparence et ce côté un peu spectral. Donc j'en joue maintenant parce que je suis au courant de ça, même si je ne sais jamais exactement où je vais aller avec le tableau, comme tu en as l'exemple ici. Et du coup voilà, c'est comme ça. Donc c'est par couche maigre, et puis de base c'est parce que je ne sais pas où je veux en venir, et puis voilà, ça fabrique aussi quelque chose au niveau du récit justement. S'il y a un message que j'aimerais faire passer dans mes tableaux, c'est peut-être cette idée déjà de comment on transmet l'histoire en fait, comment elle se réceptionne aussi. En fait, je pense que j'ai une petite responsabilité à fabriquer des images. Je suis peintre, c'est juste je fabrique des images tout simplement. Et donc à la base déjà, j'ai déjà une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que la chose que je vais montrer, l'espace que je vais construire, et forcément, et du coup, tous ces symboles, etc.,
qui vont venir composer le tableau, ils auront une charge symbolique. Et cette charge symbolique, j'en ai la responsabilité. Quelque part, je ne peux pas faire n'importe quoi. Bien sûr que je peux m'éclater autant que je veux sur mon tableau, mais au niveau de ce qu'une image transporte, ouais, j'ai carrément, oui, il y a quand même une certaine responsabilité. Donc il y a ça déjà. Et puis je trouve que justement, on traverse une période particulière au niveau géopolitique, alors certes mondial, mais j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas européen. C'est pas du tout une... C'est une observation, disons, ou un écho à quelque chose. Mais voilà, récemment, on a mis 1000 ans, entre guillemets, à construire un espace de paix qui s'appelle l'Union européenne, en tout cas l'Europe. Et c'est vrai que dernièrement, un peu, cette idée-là, en fait, elle a été assez bien secouée, violemment remise en question, quoi. Alors c'est pas un mal, parce qu'il sans doute il faut, mais voilà, ça met des choses en perspective. Et donc j'aime bien que ce soit un peu une sorte, notamment ce tableau-là, une sorte de retour des bannières, comme ça que les gens, des étendards, que les régions, les Brexit et compagnie ressortent. Moi, ça me rend pas hyper confiant non plus. Voilà. Oui, j'aimerais beaucoup faire mes armes, comme on dit, par amour historique en fait, purement et simplement. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je pense que c'est donc, comme je disais, c'est un univers assez compliqué, enfin en tout cas complexe, et que j'ai l'impression qu'il faut un peu de temps et de concentration pour un minimum s'y mettre, quoi, et le faire un peu. Si, j'ai bien déjà griffouiller les choses, mais je pense que il faut un peu de pratique pour voir ce qui marche pas. C'est un vrai travail aussi de graphiste illustrateur quand même. Parce qu'il faut savoir composer, il y a une question d'harmonie, mais une certaine harmonie, il y a une question de... Par exemple, on met jamais deux couleurs l'une sur l'autre, jamais deux métaux l'un sur l'autre, jamais... etc., etc. Et en fait, tout ça, il faut le savoir, il faut le connaître. Puis il y a des choses esthétiques aussi qui marchent moins bien, il y a des choses aussi dans le langage qui se disent moins bien. Bref, c'est un univers hyper vaste et assez complexe, donc... Voilà, je ne serais pas le meilleur pour en parler. Un blason, c'est un abus de langage, parce que le blason, c'est plutôt la manière de décrire les armes, et si je puis dire aussi les couleurs en fait, qui composent l'écu, on va dire. Alors voilà, donc l'écu c'est le bouclier sur lequel sont représentées les armoiries de la personne. Ensuite, il y a donc armes et armoiries, ça va être... Donc armoirie, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui représente, mais c'est plus lié à une communauté, à une ville, ou ce genre de choses, donc c'est quelque chose de plus général. Et il va souvent y avoir le manteau d'hermine derrière, il peut y avoir aussi le chapeau d'évêque, si c'est un évêque, etc. etc. en fait. Voilà. D'où la complexité du langage héraldique, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de petits éléments, en fait, c'est assez complexe à connaître et à décrire aussi, d'ailleurs. Alors, le mot héraldique vient du mot héros. Le héros, c'est le personnage qui accompagne le seigneur ou le chevalier, celui souvent qu'on retrouve dans les tournois et qui vient clamer, du coup, et qui vient décrire les armoiries du seigneur, quoi, tout simplement. Et donc, de gueule, de champ d'azur, etc., etc. La notion d'artiste au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'assez... Enfin, au Moyen-Âge, en tout cas dans cette période, ça n'existe pas vraiment, parce que l'artiste, en tant que tel, fait plutôt son apparition au cours du XV-XVIe siècle, avec Léonard de Vinci, tout ça. Et ceux qui font la peinture, ça va être donc les moines, en fait, les enlumineurs, les miniaturistes. Il y a sans doute les artisans ou certains artisans qui doivent le faire, sans doute les architectes, enfin les architectes c'est encore un abus de langage, mais les maîtres d'œuvre, je ne sais pas précisément encore qui... mais non, on ne peut pas dire que c'est un artiste qui le faisait. L'héraldique, c'est une science déjà. Donc c'est déjà pas un art, parce que l'héraldique correspond absolument à un code de société en fait, qui s'inscrit à partir à peu près de la moitié du XIIe siècle, parce qu'à cette époque-là, la société se réorganise un peu, la féodalité en fait apparaît, s'affirme ou apparaît, ça vient à peu près au même moment. Je ne sais pas si c'est vraiment complètement lié, mais j'ai l'impression que oui quand même. Donc non, c'est pas du tout un truc artistique qu'on fait pour s'amuser. Ça a pu arriver, et je pense que ça vient aussi plus tard un peu, qu'il y ait des sortes de customisation, comme on dit, un peu à la manière des soldats qui écrivent sur leur casque aujourd'hui, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Non, c'est quelque chose de très ordonné, hyper réglementé aussi,
qui répond à des besoins de société, donc ça peut pas varier, c'est très sérieux en fait comme domaine. Il y a aussi la différence avec la bannière, qui est encore autre chose, qui est intéressant par exemple. Prenons le blason des rois d'Angleterre, où c'est 3 léopards les uns sur les autres. Et la bannière d'Angleterre qui est complètement différente. La bannière d'Angleterre, ça correspond à la croix de Saint-Georges en fait, que Guillaume brandit et prend de la part du pape pour aller quérir et revendiquer le trône d'Angleterre en fait. Donc ça n'a rien à voir, c'est deux choses qui sont différentes. Qui se retrouvent ensuite sur le drapeau, la bannière qui va devenir le drapeau de l'Angleterre. Il faut savoir que le blason n'est pas du tout lié seulement à la noblesse. Pas du tout. Alors au tout début, si, parce que les grands seigneurs, ensuite c'est les barons, puis les petits comtes, etc. qui se sont mis, mais tout le monde pouvait tout à fait se faire un blason. Et notamment les corps de métier, les artisans, et puis bien sûr les évêques, l'église, tout ça se mettent à faire à arborer des blasons, ouais, à dessiner leurs armes, ouais, comme on dit. Jusqu'à d'ailleurs la fin du XVIIe siècle, où ça c'est intéressant, où même le roi Louis XIV oblige presque quand on fait partie d'un tel ou tel corps de métier, à avoir un blason, parce que tous ceux qui sont répertoriés par un blason, du coup c'est eux qui payent l'impôt. Enfin en gros, voilà, c'était. Donc c'est pas du tout attaché à la noblesse, quelconque privilège. Dans cette figure du chevalier que j'ai fait apparaître dans mon boulot, je parlais aussi qu'il y a aussi la figure du cheval et puis celle de la bannière en fait. Quand je peins justement un chevalier avec une bannière, c'est pas anodin. Certes, je parle de couleurs, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant, mais il y a vraiment matière plastique, mais il y a aussi, c'est pas anodin de peindre une bannière, et moi ça me fait référence à cette peinture du 19e. Je pense aux fresques de la salle des croisades qui a été commanditée par Louis-Philippe dans les années 1835, je crois, et qui représente toutes les étapes des croisades et de la gloire des rois de France qui ont participé aux croisades. Et en fait, c'est une peinture propagande en fait, qui répond à l'idée de roman national qui est en train de naître à ce moment-là, au 19e siècle, quoi. Et donc en fait, il n'y a pas la photo, ou en tout cas elle est pas assez. Il n'y a pas la photo dans les années 1830 encore. Donc c'est au peintre en fait qu'on demande d'illustrer. Alors certes, l'histoire on va pas la prendre en photo, mais voilà. Il y a un moment donné, après les guerres napoléoniennes, après la Restauration, où voilà, il y a une nécessité en fait d'affirmer une idée de nation. Oui, ce qu'on appelle les États-nations en fait derrière. Donc pour ça il faut illustrer en fait ce qu'on appelle le roman national. Et donc on demande aux peintres et voilà. Enfin, et donc ces salles des croisades se trouvent à Versailles. Simplement quand on regarde les blasons, en fait, on se rend compte que les gens vivaient quand même dans un monde coloré en fait. Avec une sensibilité et des choses qui mettaient derrière les couleurs différentes que nous aujourd'hui, mais ouais, c'est un. Et puis il y a les références de certains peintres comme Piero della Francesca aussi. Quand on regarde ces tableaux, on n'est pas du tout dans des couleurs sombres, grises, où il pleut tout le temps, non. C'est des peintres du XVe siècle, c'est que des couleurs qui sont... donc il y a des verts, il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des jaunes, et tous les personnages... Même des représentations de scènes bibliques, en fait. Tous les personnages, quand on regarde des peintures du XV, XVIe siècle, c'est des couleurs très chatoyantes. Dernièrement, j'ai vu le dernier duel, et en fait ce film m'a beaucoup plu, justement parce qu'il n'y a pas de spectaculaire outre mesure. Il y en a forcément quand les gars se tapent dessus, etc. Ça fait gling 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 et taf taf taf, mais au-delà de ça, alors je sais que le film a été tourné en France et j'avais vraiment l'impression qu'il avait tourné à côté de chez moi, où j'ai grandi. Il y avait vraiment une espèce de sincérité dans l'image. C'était pas du tout un truc à volonté panoramique avec une espèce de... Non, c'est vrai. Voilà, il a tourné sa caméra là, il y avait une montagne avec... voilà, il l'a mise là. Ouais. Mais du coup, le cinéma a souvent, quand il parle d'histoire, une tendance à beaucoup, unifier toutes les couleurs en fait. Et surtout au Moyen-Âge, je pense que c'était pas du tout le cas. Alors notamment parce que les gars arboraient leurs armes. Il y avait les bannières, il y avait... et puis c'est aussi tout un bruit, c'est aussi toute une... Et puis simplement parce que je pense que dans les films, en fait, il y a le fait de le faire dans le mauvais temps, tout ça, ça rend le truc plus dramatique comme ça. Donc d'un coup, c'est je sais pas, quelque chose de plus sérieux d'un coup. Alors que si on commence à mettre des couleurs dans une espèce
de bataille médiévale, il y a comme un truc qui fonctionne pas, alors que ouais, moi justement c'est plutôt le contre-pied que je voulais peut-être apporter un peu. Ouais.